bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Tout de suite, les titres qui seront développés dans cette édition. Football et l'élimination de l'ASM aux portes de la finale de la Ligue des Champions. Nous retournerons en Slovaquie et en Moldavie pour la suite et fin de notre série de reportages consacrée aux visites officielles du souverain, avec aujourd'hui un volet économique. La commission pour la langue monégasque vient de se réunir au Palais Princier. Ses membres ont fait le point sur les différentes actions menées en faveur de la préservation de la langue monégasque. Et enfin, suite de notre série consacrée à la firme automobile monégasque Venturi à l'approche du e-prix. Et une information de dernière minute, nous apprenons le décès de Gérard Brianti lors d'un accident sur le Maroc Historic Rally suite à une sortie de route sur sa Porsche 911 dans la 4e étape. L'état de son copilote Freddy Delorme reste incertain. Le monégasque Gérard Brianti a été notamment le vice-président de l'ASM Football Club. Il était également membre de l'Automobile Club de Monaco. Gérard Brianti avait remporté l'édition 2013 du Rallye Monte-Carlo historique. Il était âgé de 64 ans. Vous l'avez probablement suivi ou sur place ou devant votre écran, l'élimination de l'ASM au port de la finale de la Ligue des Champions, une défaite face à laquelle les supporters ont eu du mal à cacher leur peine. Dominique Poulain a suivi la rencontre avec eux à l'espace Léo Ferré. Reportage. Ils étaient quelques 2000 supporters monégasques à Turin. Ceux qui n'ont pu faire le déplacement d'Italie se réunissent à l'espace Léo Ferré pour assister sur un écran géant à la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Dans la salle, ils sont plusieurs dizaines. Après la défaite au match aller, ils savent qu'il sera difficile de bousculer Yaouv dans son antre de Turin, même si en foot, tout est possible. Je pense qu'on va gagner, j'en suis sûr. Gagner et qualifier ou gagner seulement ? Pour moi, gagner seulement, mais j'espère qu'on va être qualifié. C'est très difficile, moi j'espère. C'est du bonus après la saison qu'on a vécue. Je pense que c'est bien d'avoir l'opportunité de jouer une demi-finale. Il faut y croire et puis voilà, si on fait l'exploit, on va faire la fête et sinon on va se concentrer sur le championnat et gagner la Ligue 1. Comme je dis, un match ça dure 90 minutes, il reste 90 minutes, jusqu'à la dernière minute on peut marquer. On est une bonne équipe, quoi. On a la meilleure attaque, ils ont la meilleure défense. Donc on a tout à jouer ce soir. Dès le début du match, les hommes de Leonardo Jardim bousculent la vieille dame et lorsque Monaco se crée des occasions nettes avec Mbappé et Falcao, les supporters sont désabusés devant ce manque de réussite. Ils sont aussi crispés lorsque les Italiens donnent quelques frayeurs à la défense monégasque et parfois ils sont même en colère, certains critiquant les décisions arbitrales. Monaco joue bien, mais bon, on a l'arbitrage qui est vraiment dégueulasse. C'est vraiment lamentable, un arbitrage comme ça. Parce qu'il y a quand même des cartons jaunes qui devraient avoir, je veux dire. Et surtout, les arbitres, ils sont toujours avec la Juventus. Ça c'est embêtant, parce qu'ils sifflent seulement que contre nous. L'ouverture du score par Mandzukic est un coup dur que les supporters ont du mal à accepter. Il faut qu'ils se réveillent, il faut marquer un but qui redémarre le match. Mais Monaco, je suis sûr qu'il va marquer. Il doit marquer. Ça devient compliqué, bon, on s'y attendait, hein. C'est la meilleure défense d'Europe. Après voilà, il y a des faits de jeu, la faute, on ne sait pas ce qui fait la faute, ensuite il y a le poteau. Les arrêts, voilà, après derrière c'est solide. Juste avant la pause, la Juventus aggrave le score par Dani Alves. Monaco est mené 2-0 et les visages en disent long sur leur déception. Ça rentre pas, ça rentre pas. Tous les matchs de Ligue des Champions, ils se sont donnés jusqu'à la fin. Donc là, on va rester avec eux jusqu'à la fin. Parce que je pense que c'est terminé, mais on va rester avec eux pour les soutenir. Je crois qu'il y a une vraie équipe très forte et que ça, c'est vraiment difficile à jouer. Vous allez rester jusqu'à la fin quand même ? Mais bien sûr. Non, attends, on prend le bateau, on arrive jusqu'au port. Non. Ils sont quand même très bons tant qu'il y a Buffon dans les cages. Et puis ils ferment le jeu, c'est un mur quoi. Après, on peut toujours espérer, mais l'espoir il est mince. Là, il faudrait un miracle. Quelque chose comme ça. Une prière à Saint-Dévote. Le score à la mi-temps plombe la soirée. Plus personne ne croit au miracle. Mais les Rouges et Blancs sont solidaires avec leur équipe. Mais difficile toutefois pour eux d'apprécier le spectacle. Un frémissement survient lorsque Mbappé réduit le score. L'aventure européenne s'arrête aux portes de la finale pour l'AS Monaco, mais les supporters préfèrent rendre hommage à leur équipe.
Arriver jusque-là, Paris n'est pas arrivé, tout simplement. Donc voilà, Monaco, voilà, c'est magique. Je crois que maintenant, ce que tous les supporters de l'AS Monaco attendent, c'est que cette grande équipe qui nous a donné tellement de satisfaction en Champions League et en championnat de France soit championne de France. Parce que voilà, il faut marquer l'histoire, et pour marquer l'histoire, il faut aller chercher ce titre de champion. Et voilà, il y a 2 ans, on a marqué un but contre la Juve, c'est le 3e but qu'ils prennent en Ligue des Champions cette année, c'est énorme quand même. Et fier de Monaco et fier d'être monégasque. Cette année, je pense qu'on a regagné un public qu'on avait gagné en 2004. Il faudra juste le garder l'année prochaine, renforcer l'équipe. Et je pense que beaucoup de Français nous suivront pour la suite de l'aventure. On suit Monaco depuis 1978, donc pour nous, cette année, l'important, c'est le titre. Il faut arriver devant Paris, donc voilà, après ça, c'est du bonus. Mais au moins, plus que du bonus, on a joué. Les intentions étaient moins bonnes en deuxième mi-temps, mais franchement, ce qu'il faut garder, c'est la première. C'est des Monégasques qui ont eu à cœur de montrer à l'Europe voilà, toute la beauté de ce jeune football. Et puis la Juventus, qui pour moi est actuellement probablement la meilleure équipe du monde, avec une maîtrise incroyable. La semaine commence mal pour l'AS Monaco et ses fans, mais elle peut se terminer de la plus belle des manières dimanche avec le titre de champion de France. Et une défaite en cache une autre. Monaco en basket s'est incliné 81-75 à Cholet, ce qui n'empêchera pas la Roca Team de finir en tête de la phase régulière du championnat et d'accéder au quart de finale de ce championnat de Pro A. Toujours en bref, mais plus culturel, les nominés en lice pour le prix littéraire de la Fondation Prince-Pierre viennent d'être dévoilés, ainsi que la liste des jeunes écrivains en compétition pour la Bourse de la Découverte. Vous voyez ces noms s'afficher sur votre écran. Suite et fin de notre série de reportages consacrée à la visite officielle du souverain en Slovaquie, en Moldavie. Après la partie diplomatique et politique, voici le volet économique dans ce reportage sur place d'Olivier Bonello et moi-même. Le Monaco Economic Board vient d'organiser une mission en Slovaquie et en Moldavie. Chaque pays sa particularité. La Slovaquie au centre de l'Europe, son économie est une des plus dynamiques de l'Union et est devenue très attractive pour les investisseurs avec une croissance régulière supérieure à 3% chaque année, 3,3% de prévision en 2017 par exemple. Les industries slovaques sont très performantes en termes de sécurité, d'informatique ou encore dans l'industrie automobile. De l'autre côté, la Moldavie en Europe orientale. La Moldavie se remet à peine d'un scandale d'État. Il y a un an, 1 milliard de dollars disparaissaient des caisses de l'État, ce qui correspond quand même à 12% du PIB. En revanche, les points forts de la Moldavie sont l'agriculture, le vin, l'artisanat, sa main-d'œuvre et surtout une grande motivation et une réelle volonté de travailler avec des entrepreneurs monégasques. Le Monaco Economic Board a profité de la visite officielle du prince Albert II dans ces deux pays pour y organiser des forums économiques. Le souverain nous ouvre toutes les portes et donc ça nous facilite nos voyages d'affaires, ça facilite les contacts. Nous avons beaucoup plus de businessmen qui viennent nous rencontrer que si nous étions le seul Economic Board. Première destination, Bratislava, la capitale slovaque. Le souverain a ouvert officiellement le forum économique. Michel Dota, à cette occasion, a signé un deuxième accord avec la CCI slovaque afin de poursuivre et de développer les échanges commerciaux entre les deux pays. La délégation économique de Monaco était composée de 24 personnes représentant 18 entreprises. Ils se sont entretenus avec une centaine d'entrepreneurs slovaques durant ce forum. Une journée qui s'est poursuivie par un dîner au palais présidentiel. De Bratislava, la délégation s'est rendue à Chisinau, la capitale moldave, avec un avion affrété par le Monaco Economic Board. 17 personnes représentant 15 entreprises monégasques ont fait le déplacement. Nous sommes ravis que cette délégation économique monégasque vienne à notre rencontre et leur montrer quels sont les secteurs où nous pourrions travailler ensemble, leur montrer que nous pouvons être une destination pour faire du business ou du tourisme. Et c'est très bien d'avoir pu organiser des rencontres en B2B pour que les entrepreneurs moldaves puissent se présenter et que l'on connaisse aussi un peu mieux les entreprises monégasques. Les entrepreneurs monégasques représentaient différents secteurs d'activité aussi variés que le domaine bancaire, agroalimentaire, tourisme, consulting ou encore par exemple la télécommunication. Les télécoms moldaves devraient être privatisés. Vous savez qu'on a une grosse part de notre activité à l'international et aujourd'hui la Moldavie est en train de réfléchir sur la privatisation de son opérateur principal qui s'appelle Mon Telecom. Donc on regarde
regarde et du coup j'ai eu l'opportunité de rencontrer le ministre de l'économie, le directeur général de MOL Télécom, la direction de MOL Télécom, le ministre des télécoms aussi, et puis le régulateur. Et ce qui était vraiment du coup passionnant, c'est qu'en une matinée j'ai pu avoir un tour très complet de l'opérateur et du coup un certain nombre d'éléments pour regarder, réfléchir si ça fait du sens qu'on a un partenariat avec eux. Et ça a du sens ? C'est un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, ils sont très volontaires et ils sont très ouverts. Au total, 130 entrepreneurs moldaves sont allés à la rencontre de leurs homologues monégasques. Une belle surprise. D'ores et déjà, je sais qu'ils ont été surpris par le nombre de contacts qu'ils ont eus. Ils ne s'attendaient pas du tout à avoir des contacts non-stop toute l'après-midi. C'est ce qu'il y a. Apparemment, il y a déjà eu des rendez-vous le lendemain, c'est-à-dire ce matin avec des homologues de travail. Donc je pense que ça doit être très efficace. On a eu de belles rencontres parce qu'en fait, il y a un très bon réseau Internet dans le pays. Et donc, il y a des jeunes développeurs avec des briques technologiques qui sont intéressantes à réutiliser pour nos clients en principauté, en France, en Europe et dans le monde. La Moldavie, je pense que c'est un pays qui a de forts potentiels, notamment dans l'agroalimentaire. Ils ont beaucoup de bonnes relations avec ses pays voisins, la Russie, l'Ukraine et d'autres pays. Donc je pense que la Moldavie, d'ici quelques années, on va en entendre parler parce qu'ils ont un très très fort potentiel et je pense que pour le business, ça peut être une opportunité pour pas mal de secteurs. Le souverain a ouvert quelques jours plus tôt le forum économique en Slovaquie. Eh bien, il a clôturé le forum organisé ici en Moldavie, où 2 accords économiques ont été signés par le Monaco Economic Board, avec tout d'abord l'association moldave Business People, et ensuite avec le MIEPO, l'organisation moldave en charge de la promotion des exportations et de la prospection d'investisseurs. Ce séjour économique s'est achevé par un dîner offert par le premier ministre moldave, Pavel Filip, dans les caves de Krikova, une véritable ville souterraine, près de 120 km. C'est une ancienne mine de pierre qui abrite plus d'1 million de bouteilles, dont des vins uniques. Prochaine destination pour les missions économiques du MEB, du 19 au 22 juin à Tel Aviv, du 23 au 27 juin à Astana et enfin du 5 au 7 juillet en Tunisie. Et sachez que vous retrouverez prochainement un magazine consacré à cette visite officielle du prince Albert II dans ces 2 pays. C'est au Palais Princier justement que vient de se réunir la commission pour la langue monégasque. Ses membres ont fait le point autour du prince souverain sur les différentes actions menées en faveur de la préservation de la langue monégasque tout en se prononçant sur les mots qui vont faire leur entrée dans le dictionnaire monégasque. Le reportage de Patricia Navarro, Orazio Gaggino et Joël Berton. Buongiorno a tutti e bienvenue. Le mot d'accueil est en monégasque. La commission pour la langue monégasque a vu le jour en 1982. Depuis, elle se réunit régulièrement dans le but d'œuvrer à la défense de cette langue et afin de formuler des propositions permettant d'améliorer sa connaissance et favoriser son enseignement. Autour du prince souverain, le point vient d'être fait sur les actions qui contribuent à faire perdurer et vivre le monégasque. Nous avons globalement 2 actions majeure, une action sur la langue elle-même. Donc nous avons parmi nous des éminents linguistes qui s'occupent de ça et qui travaillent depuis de nombreuses années sur un dictionnaire. Nous sommes à l'heure actuelle à peu près à la lettre L. Donc, mais ce sont vraiment, il faut un gros travail d'étymologie, enfin, c'est très prenant. Et puis des actions sur, je dirais, que j'appelais le monégasque dans la ville, où nous souhaitons un peu aller à la recherche des locuteurs et essayer là aussi de trouver un certain nombre de personnes et de les mobiliser autour de la langue. Me ne rappello che l'anno passato a Smeg aveva tagliato l'elettricità per 3 sere e i monégaschi erano un po' contenti perché avevano pas pu se guardare la télévision. Et alors, ils ont fait autre chose, ma capille. L'enseignement du monégasque est obligatoire en fin de primaire, ainsi qu'en 6e et 5e. Il devient ensuite une option qui permet d'obtenir de précieux points au baccalauréat. C'était le souhait du prince Régnier III et aujourd'hui du prince Albert II de faire vivre cette langue pour contribuer ainsi à la sauvegarde de l'identité monégasque.
Cette année d'ailleurs, nous sommes très fiers puisque nous présenterons 26 élèves au baccalauréat. Donc si pour ces élèves le monégasque est l'option principale, eh bien tous les points qu'ils obtiendront au-dessus de 10 seront multipliés par 2 et donc seront tout à fait un bénéfice pour leurs points au baccalauréat. Nous sommes 7 professeurs de monégasque et nous partageons en fait l'ensemble des établissements de la principauté. Lors de la dernière réunion de la Commission pour la langue monégasque, de nouveaux mots ont été validés. Ils intégreront le dictionnaire. Par exemple, le SMS. Le SMS, alors on a discuté, je pense que nous avons arrêté le mot messaging, qui est petit message. Nous avons eu aussi une discussion autour de la toile. Alors la toile, si on revient sur le mot anglais qui est web, c'est taranina. Donc on a pensé retenir quand même ce mot, qui est aussi le mot qu'ont retenu les Niçois. Mais d'aucuns pensaient qu'on pouvait dire aussi web, parce que c'est un mot qui parle, je dirais, à tout le monde. Donc voilà, nous sommes c'est ce type de discussion que nous avons eu aujourd'hui. Et à la fin du mois de juin sera organisée la traditionnelle remise des prix du concours de langue monégasque. D'ici là, les élèves de la principauté vont participer à des épreuves écrites et orales destinées à les départager. Les épreuves écrites ont lieu cette semaine. Nous avons débuté lundi une série de reportages consacrés à la firme automobile monégasque Venturi. Cela va nous amener jusqu'au Grand Prix électrique de samedi. Il se courra sur le circuit urbain de Monaco. Et dans les ateliers de Venturi, l'heure est au dernier réglage. Le reportage de Patricia Navarro, Alexandra Paolini et Louis Borgia. Les heures sont comptées. C'est une véritable course contre la montre dans laquelle se sont lancés les mécaniciens de l'écurie Venturi. Les baquets des formules électriques ont retrouvé leur port d'attache monégasque où tout est révisé entre chaque Grand Prix. Le contrôle est double. Les opérations se déroulent non seulement dans les ateliers mais aussi dans l'immense open space où les ingénieurs ont accès à de précieuses informations grâce à leurs ordinateurs. On va faire ce qu'on appelle un set-down après la course, c'est-à-dire que comme on fait un set-up avant la course pour faire le réglage, on le refait en fait à la fin. C'est-à-dire qu'on va reprendre toutes les mesures qu'on avait mis au départ et on va voir quel écart il y a. Donc on va voir ce qui a bougé. On va voir si on a des triangles, par exemple, de suspension qui sont tordus. On va voir si on a des roues qui ont été impactées, qui ont été touchées, des jantes abîmées. On va voir si la hauteur de caisse a varié. Voilà. Donc ça, on fait un premier set-down et ça nous donne une vue de la mécanique de la voiture après la course. Ensuite, on regarde visuellement toutes les pièces au démontage. Et en parallèle, comme vous dites, les ingénieurs vont regarder, eux, les datas, les données. Donc, ils vont vraiment analyser au niveau des données vraiment qu'ils ont pu récupérer sur la voiture. Par exemple, le freinage, la direction, voir si la voiture tourne correctement. Est-ce qu'on n'a pas un problème pour les virages? Est-ce qu'on freine correctement? Est-ce que tous les capteurs qu'on a partout dans la voiture nous donnent les bonnes informations? Donc, tout ça, ça se fait au 11e. Avec les ingénieurs, et eux font ensuite un retour, et on fait des fiches de travail en fait, pour les mécaniciens, pour qu'ils vérifient ce qui a été vu aux données. Dans les ateliers, rien n'est laissé au hasard. Au-delà de l'aspect esthétique et des stickers qui sont par exemple changés avant chaque Grand Prix, c'est la mécanique qui demande surtout une inspection minutieuse. En fait, il suffit d'un grain de sable ou d'une simple vis usée, d'un simple écrou usé qui se dessert. Et on peut perdre une course, on peut perdre une suspension. C'est déjà arrivé en saison 2 chez certains constructeurs, un amortisseur qui casse simplement par fatigue. Et là, la course est terminée. Donc c'est tous ces points-là qu'on regarde vraiment avec attention. La moindre vis, le moindre écrou, le moindre composant primordial sur la voiture, enfin tout est primordial sur la voiture. On check tout pour être sûr que la voiture soit vraiment en très bon état pour pouvoir faire la course complète et avec le plus de performance possible pour le pilote. Il faut savoir que sur ce championnat de formule électrique, tous les véhicules sont équipés des mêmes batteries. Chaque pilote dispose de 28 kW. Charge à eux d'utiliser au mieux cette énergie, d'où l'importance de ces réglages. La légèreté des châssis, la qualité des pneus, les moteurs entrent donc directement en ligne de compte pour garantir de plus grandes performances et faire ainsi la différence. Le reste de l'actualité, en bref, la 17e édition de la No Finish Line qui s'est achevée en novembre dernier a permis de récolter 400 000 € au profit d'enfants malades ou défavorisés. Ce montant a été annoncé lors de la remise des prix au Stars & Bars ce mardi. Tout au long de la semaine se dispute sur le plan d'eau monégasque le championnat d'Europe Open masculin et féminin de 4,70. Le coup d'envoi a été donné lundi.
90 équipages sont engagés, représentant 25 nationalités et près de 180 coureurs, dont 28 étaient présents aux derniers Jeux Olympiques de Rio. La cérémonie de clôture de cette compétition aura lieu le samedi 13 mai à 19 h au Yacht Club. Quel temps va-t-il faire dans les prochains jours? Voici la météo. Jeudi, le soleil sera caché partiellement par les nuages. Le ciel devrait même être menaçant au cours d'après-midi. Les températures varieront entre 15 et 19 degrés. Vendredi, un ciel incertain avec des nuages et quelques percées de soleil. Il se peut qu'il pleuve un peu. Il fera de 15 à 18 degrés. Samedi, un temps correct, conforme à la saison. Un ciel gris-bleu, des températures douces de 14 à 20 degrés. Dimanche, un temps moyennement ensoleillé. Les températures montent un peu de 15 à 21 degrés. Et enfin, lundi et mardi, le retour du grand soleil. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.